L'intérêt de ce colloque, tel que nous l'avons préparé dans le cadre du Conseil scientifique, c'est précisément ce décentrage qui nous est imposé d'une certaine façon. Ce décloisonnement, en fait. Alors, je suis convaincu que tous ceux qui ont participé, Nicolas Coltis, par exemple, ont entrepris de se décloisonner avec beaucoup d'intelligence et de bonne volonté. Je suis persuadé aussi qu'ils se sont recloisonnés à la première occasion, cela va sans dire. Mais au moins cette entreprise de décloisonnement, par elle-même, me paraît judicieuse. Et les étudiants que vous allez entendre peu après vont vous en donner une autre version, la leur, c'est-à-dire le fait qu'eux aussi, issus de toutes sortes de disciplines, ont travaillé ensemble et œuvré à un projet commun. Dans l'assemblée que constituait le conseil scientifique qui cherchait la thématique à travailler, eh bien, les catégories étaient bien tranchées. Les arts, c'était les danseurs, certes, la compagnie, le chorégraphe, le lieu, les échappées belles, qui nous a reçus plus d'une fois. Les sciences, c'était Daniel Simon, c'était Nicolas Coltis, c'était les universités dans leur diversité. Et la société, c'était eux, plus nous, plus tout le monde, tous les autres qui sont là aujourd'hui. Et puis les danseurs, sauront-ils danser des sciences humaines? Ils savent danser des mathématiques, sauront-ils le faire avec des vraies disciplines? Danse-t-on la philosophie? Quelques philosophes, en tout cas, s'intéressent à la danse. J'ajouterai bien sûr à ces quelques noms celui de Jean-François Mattei, dorénavant. Mais sinon, Nietzsche, Erwin Strauss, Alain Badiou, Valéry, bien sûr. Je vous cite le début de son petit ouvrage de 36 Philosophie de la danse. Avant que Madame Argentina vous saisisse, vous capture dans la sphère de vie lucide et passionnée que son art va former, avant qu'elle montre et démontre ce que peut devenir un art d'origine populaire, création de la sensibilité d'une race ardente, quand l'intelligence s'en empare, la pénètre et en fait un moyen souverain d'expression et d'invention, il faut vous résigner à entendre quelques propositions que va devant vous risquer sur la danse un homme qui ne danse pas. Bon, je pourrais presque être l'auteur de cette bizarre citation. Il se trouve que mon bureau de latiniste est dans un nid de géographes. Voilà, je suis le coucou, si vous voulez, au milieu de la géographie. Et donc, voilà, ces géographes aménageurs sont mes voisins immédiats de bureau. Je les côtoie beaucoup et je les trouve fort intéressants. Et il me semble d'ailleurs qu'ils sont, pour une science humaine et sociale, à deux doigts d'être une science dure et exacte, par bien des côtés. Ils sont à l'interface depuis déjà longtemps. Alors, j'ai pensé à la cartographie comme étant le mode d'entrée sciences humaines et sociales qu'on fait à Lyon 3, susceptible de parler du thème de la conquête de la planète. La cartographie en tant qu'elle cadastre le monde, en tant qu'elle découpe un monde à conquérir ou qui reste à conquérir, en tant qu'elle le représente pour l'apprivoiser. Et bien sûr, c'est un mode d'entrée possible dans cette problématique. Je vais donc vous parler de la conquête des planètes par la conquête par les cartes, avec un exemple beaucoup plus concret qui est le Japon. En 2-3 lignes, voilà ce qui va survenir devant vous. Donc il y aura plusieurs points de vue. Tout d'abord, lorsqu'on parle de la conquête des planètes, on est amené à penser conquête d'un territoire. Et quoi de plus parlant que la conquête d'un territoire qu'une carte ? Conquérir les planètes, c'est une grande ambition, mais il faut d'abord savoir conquérir son propre espace. Donc les cartes sont une façon de montrer comment nous nous sommes appropriés l'espace dans lequel on vit. Donc je repense à ma carte de Kyoto, celle que j'ai achetée pour déambuler dans les rues lors de mon échange, celle où brillent par leur absence les noms de rues, seuls les grands axes demeurent. On y voit des cartes, des temples et tout un tas d'autres choses parmi ce dédale de rues sans indication comment faire pour se repérer. Et puis, mince, comme ces cartes sont actuelles,
comment avons-nous fait des cartes, nous? Quelles sont les anciennes cartes que nous avons faites? Après tout, tout comme l'Occident, le Japon a lui aussi connu une période d'expansion. Quelle carte a-t-il représenté? D'abord son pays, ensuite ceux du monde. Mes investigations me mènent au site du musée de Kobe, dans lequel je trouve cette vieille carte qui a été faite par un moine itinérant, lesquels véhiculaient le savoir et la pensée bouddhiste à l'époque. Elle date de l'époque Momoyama Jidai, donc le XVIe siècle, comme vous pouvez le voir, et c'est un vrai trésor national. C'est la seule de l'époque qui explique les différents chemins empruntés par le commerce, les vieux noms de régions, et qui reste assez représentatif de l'archipel. Pour l'époque, c'est une grande preuve de connaissance du terrain. Selon la philosophie bouddhiste, l'univers tient dans la paume de la main de Bouddha. Et c'est pour cela que cette carte est ronde. Pourtant, les Japonais apprennent à maîtriser l'art de dessiner des cartes et tentent à faire des cartes très semblables à celles que nous avons pu voir, en forme de lunettes et rondes, à s'y méprendre. Durant la fermeture du pays, que l'on appelle Sakoku, les Japonais conquièrent leur propre espace. Ils se ferment à l'Occident. Durant la fermeture du pays, que l'on appelle Sakoku, les Japonais conquièrent leur propre espace. Ils se ferment à l'Occident. Seuls demeurent quelques comptoirs hollandais et les échanges avec la triade habituelle, la Chine, l'Inde, parfois la Corée. Ils apprennent donc à maîtriser leur propre espace et font des cartes très précises de leur environnement, jusqu'à détailler les préfectures des différents shoguns et daimyo qui résident sur l'archipel. Ils en viennent même à mettre quelques îles en deçà de l'île principale. Ils détaillent beaucoup leur région, comme à Kyushu, ici, où il y a même les garnisons qui sont détaillées sur la carte, ou comme ici, dans la région du Kansai, à Osaka et Kyoto, où l'on détaille absolument tout ce que l'on pourrait détailler sur une carte. À travers cette évolution historique des cartes japonaises, nous avons pu voir l'importance des voisins, mais aussi du monde occidental, à travers les comptoirs commerciaux tout d'abord. Et à l'instar de nos cartes, elles ont aussi été influencées en partie par la religion et les voisins. Merci de votre écoute. Donc, comme je le disais, ma présentation va être, donc, comme son titre l'indique, la révolution scientifique, une conquête du monde par un changement de conception. Donc, je vais vous présenter en fait la révolution scientifique, comme on l'appelle, ou la révolution copernicienne. Enfin, même moi, si j'aime pas trop ce terme. Donc, mon but, ça va être de vous présenter le passage en fait d'une terre-monde à une terre-planète, donc comme la citation l'indique, ou alors du monde clos à l'univers infini. Comme le livre d'Alexandre Koyré. Donc je vais vous expliquer en gros comment a été définie la conception du monde avant et comment elle va se modifier et qu'est-ce que ça va changer par notre rapport à la conquête. Donc là vous avez saint Thomas d'Aquin à droite et à gauche c'est la même chose mais c'est beaucoup plus tard en fait, c'est un des saints. Donc. Et donc on enseignait l'aristotélicisme, donc la physique d'Aristote, donc comme une science de la nature, c'est lui qui appelle ça comme ça. Donc là, sur le dessin de gauche, vous avez Platon en rouge et Aristote à droite. Donc c'est Raphaël qui dessine cette œuvre. Donc Aristote, donc, il a écrit l'Organon, physique, météorologique et beaucoup d'œuvres. Donc il a un peu théorisé la nature. Et c'est une nature qui est vraiment différente de la nôtre. Enfin, comme nous, on se la conceptualise. C'est une nature qui est structurée, elle a un sens. Un ordre, elle est séparée en deux, donc on a le monde sublunaire et le monde terrestre. Le monde sublunaire est un peu le cosmos, comme vous l'avez vu pour ceux qui étaient là hier avec le philosophe, qui a beaucoup répété et insisté sur le mot cosmos, donc c'est très important, la cosmologie grecque. C'est vraiment le monde ordonné avec un sens, comme je le répète. Et c'est presque une définition de la morale aussi, parce que comme il y a un sens, il y a forcément une morale, le sens définit une morale. Ensuite, je vais vous parler de Galilée, donc, qui est un petit peu la rupture entre les deux. Galilée, donc, en 1564, un Italien donc, qui a écrit principalement 2 œuvres sur ce sujet, donc dialogue sur les 2 systèmes du monde, donc le système de Ptolémée et le système de Copernic, et le deuxième, Message et des étoiles, donc pareil, où il discute beaucoup des 2 systèmes. Donc lui, Galilée, avec sa lunette astronomique, donc, qui lui vient de Hollande, va observer le ciel, observer des faits sur les astres errants et
entre autres, sur les astres errants. Donc là, je vous ai mis une petite peinture qui montre, qui n'est pas du tout de l'époque de Galilée, mais bien après, qui montre une personne découvrant les astres. Donc ça, c'est un peu les découvertes de Galilée grâce à sa lunette. La lunette, elle grossissait de x3 environ en Hollande. Il y avait beaucoup de défauts de forme, de couleur. Et lui, il a beaucoup amélioré en termes de puissance. Il a réussi à aller jusqu'à x20. C'était un excellent technicien. Donc j'espère que je vous ai un peu présenté les deux conceptions et la transition faite par Galilée principalement, même si ça a mis beaucoup de temps. Moi, mon œuvre, enfin mon travail, je voulais pas vous montrer en gros que l'une des conceptions est meilleure que l'autre, mais qu'elles sont extrêmement différentes et qu'elles nous changent notre vision du monde. Donc en fait, on passe d'une Terre centre du monde à une Terre-planète qui est exactement comme les autres planètes. Elle est non particulière. Elle a absolument aucun sens. Le monde devient homogène en quelque sorte. Alors, je m'appelle Shirin Zanga et je suis étudiante à Infocom à Lyon 2. Et moi, je suis Susan Lejeune, je suis étudiante en sociologie à Lyon 2 après avoir traversé plusieurs disciplines. Et je voudrais vous parler de l'histoire de deux frères. On en connaît bien un des deux, Prométhée, pour avoir volé le feu et les arts à Zeus et à Athéna, mais on sait rarement pourquoi est-ce qu'il a été conduit à ça. En fait, les dieux avaient chargé son frère Épiméthée de distribuer à la création tout ce qui lui serait nécessaire pour survivre. Et donc Épiméthée avait distribué griffes, dents, poils, vitesse, dextérité aux animaux. Et quand il a eu terminé, il ne restait plus rien pour l'homme. Et donc Prométhée, pour réparer cette erreur, a volé le feu et les arts aux dieux et les a confiés aux hommes. La question de la conquête du risque, dont on va parler tout de suite, elle ne peut pas se limiter à l'approche que suggère l'action de Prométhée, à savoir la gestion, la conquête du risque par la technique. Le feu, c'est la technique. Et c'est donc les deux frères qui, à eux deux, par leurs deux approches, qui peuvent représenter la conquête de risque. Et on va explorer cette idée à travers 4 citations issues de l'exposition Risk Insight de Valérie November, dont elle vous a parlé hier. La première citation vient de Claude Gébert. « Les risques ne sont rien en tant que tels, ce ne sont pas des ennemis déjà présents auxquels il faut faire face. Ils résultent du travail qui permet d'apprivoiser et donc de gérer les dangers, menaces et incertitudes toujours susceptibles d'échapper à l'emprise humaine. » Du coup, le risque, c'est toujours une incertitude qui est liée à une action. Et toute action qu'on va réaliser va toujours emmener des risques. On a souvent une idée très négative du risque et de ses conséquences néfastes, mais on va essayer de souligner ou on va insister sur le fait que le risque a une domaine ou une dimension tout à fait neutre de conséquences imprévues. Par exemple, si je mange du thon rouge, je maîtrise en quelque sorte la situation parce que je décide quand je mange le thon, où je l'achète, où je le mange, si je le lave, si je le cuis, si je le découpe. Mais ce qu'il y a à l'intérieur de ce thon et comment je vais réagir en le mangeant, ça échappe à mon contrôle. En réalisant cette action, je choisis de prendre ce risque. Et ce risque, il se fait à la fois à l'échelle individuelle, parce que je ne sais pas ce que ce thon va faire à ma santé, et à la fois à l'échelle collective, parce qu'en achetant et en mangeant ce thon, je soutiens en quelque sorte la surpêche du thon et le risque qui puisse disparaître. La prise de risque est toujours inhérente à la conquête, et pour pouvoir conquérir de nouveaux territoires et pour pouvoir les découvrir, les habiter et les exploiter, il faut conquérir des territoires moins sûrs, moins faciles à habiter et à comprendre. Pour cela, il faut apprivoiser d'autres réalités et d'autres aléas. Et quand je parle de territoire, je ne parle pas seulement de territoire géographique, mais aussi sociaux, financiers ou scientifiques. Conquérir le risque, c'est donc pas l'éliminer, mais c'est bien exister avec lui, approprier les effets, l'apprivoiser et même le provoquer pour après pouvoir encore conquérir de nouveaux espaces. Pourquoi faire ce choix de croiser tous ces regards ? D'autant plus que dans le cas présent, on a souhaité
complexifier davantage, non plus en croisant simplement 2 regards, le regard de la science et le regard des artistes, mais en croisant 5 regards de 5 universités différentes, Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3 et l'Université catholique et une compagnie de danse. Et en plus de ça, on démultiplie encore les possibilités, puisque à l'intérieur de chaque université, les personnes qui ont souhaité participer au projet sont issues d'univers différents, de disciplines différentes, donc on se retrouve parmi une complexité extrême, et donc une infinité de possibilités. Comment ? Donc en amont puis dans le studio, nous nous sommes réunis, danseurs et universitaires, après avoir pris connaissance du thème imposé. Donc le thème du colloque est Conquête croisée, qui est issu de ce premier thème qui est Conquête planète. Chaque universitaire a développé l'idée à partir de laquelle il s'est appuyé pour aborder ce thème. Et suite à ces discussions, à ces présentations, sont issues de grandes discussions, plus ou moins vives et passionnées. Et en sont ressortis des éléments importants, des événements, des mots-clés, des particularités qui ont permis de donner matière aux danseuses, aux danseurs, pardon, parce qu'on a quand même 2 danseurs et un chorégraphe, ça fait 3 sur 8. À partir de ça, comment faire vivre par le corps ces notions intellectuelles ? Donc ce sont ces fragments de connaissances qui vont nous servir de base de travail, des images, des idées, des bribes de connaissances qui nous ont interpellés, qui vont créer un univers. On en a discuté, on a testé différentes choses, on les a mises en pratique, on a tâtonné, on a eu des retours aussi des personnes qui y ont participé sur les choses efficaces à éviter, là où on s'est perdu, où on aurait pu creuser un peu plus. Et à partir de ça, on a créé un synopsis qui est une trame de fond et un cadre dans lequel le danseur a une grande liberté. Et le but, c'est de faire vivre ces connaissances qui ont été acquises, mais de les faire vivre, ce qui est difficile là-dedans, c'est de ne pas rentrer dans une démonstration ou une représentation, mais simplement d'être ce qu'on cherche à représenter. Et donc, ce qui me semble particulier dans cette démarche, c'est d'avoir cherché à croiser les différents codes, à accepter les différences de point de vue et à tenter à tous de leur donner vie dans une même peau et dans un espace commun. Alors j'avais inventé un jeu qui en fait c'est commun, hein, ça consistait à interpréter la réalité. Alors en fait je regardais les gens dans la rue et j'imaginais la vérité inavouable qu'ils essayaient de cacher au reste du monde et que bien sûr j'étais le seul à percevoir. Alors plus c'était absurde et plus je trouvais ça drôle, ça c'est une évidence. Et j'avais l'impression de les percer à jour. Je pouvais voir leur vrai eux en fait. Et ça m'amusait beaucoup. Et aujourd'hui que je suis chorégraphe, j'ai l'impression en fait de faire quasiment la même chose. Et je perçois je vais devenir sérieux, les actions individuelles dans un espace donné comme une métaphore théâtrale. C'est-à-dire que dans l'espace public, chaque individu est un comédien qui joue un rôle précis, et un rôle précis qui est conforme à l'espace dans lequel il se trouve, et surtout conforme aux attentes des autres en présence. C'est une espèce de ciment social, quoi. C'est-à-dire que ce jeu permet de ne pas perdre la face et surtout de ne pas la faire perdre aux autres. Il n'y a que lorsqu'on se retrouve seul que l'on ne joue plus de rôle. Et encore, mais ça c'est de la psychanalyse, enfin, c'est pas tout à fait là où je veux en venir. Et en fait, c'est ce que j'appelle les territoires intimes et les territoires géographiques ou communs. Je ne sais pas comment on peut les appeler. Et je préfère le terme de territoire à espace, parce que dans sa définition même, un territoire, c'est un espace qui est transformé par la présence humaine. Il a besoin d'être partagé, habité, pensé par un humain ou un groupe d'humains pour exister. Et donc ainsi, du coup, un territoire intime serait cet espace qui est investi que par soi-même, quand on est seul et sans intervention d'autrui, même si on est aussi fait de nos relations avec les autres, mais dans un minimum là, du coup.
alors que le territoire géographique, c'est plutôt l'espace qui est investi par un groupe d'humains et qui est aménagé afin d'assurer la satisfaction de leurs besoins, dans lequel, pour des questions de cohésion sociale, on joue ce fameux rôle qui correspond au mieux à ce que l'on attend de soi et des autres dans un espace donné. Alors bien sûr, ça varie selon l'époque, culture d'origine, mais en gros, on retombe toujours sur les mêmes choses. Et pour le projet, donc, je suis parti avec un musicien en camion. On a fait la tournée des lieux de l'histoire, donc on s'est fait à peu près tous les camps de concentration en France, en Allemagne et en Pologne, parce que je rappelle qu'il y en avait un en France qui était à Gurs, mais comme l'Alsace était alsacienne, était allemande, bon, on considère qu'il n'y en a pas eu en France, puisque là c'était l'Allemagne, ce qui arrange un peu tout le monde. Et l'idée c'était de se nourrir, de nourrir ce territoire intime pour que du coup ça apporte quelque chose au projet, et de faire vivre le projet au plus vrai, et de tout filmer à l'intérieur du camion et aussi sur les lieux quasiment en continu. On ne savait pas exactement ce qu'on allait en faire, voilà. Et filmer surtout ce qu'on nous proposait comme mémoire. On voulait faire une opposition entre l'histoire, qui étaient les faits établis, qu'on pouvait définir une fois que les événements sont passés, et ce qu'on nous proposait vraiment comme mémoire, là c'était en 2008 ou en 2007. Sur les lieux, qu'est-ce qu'on pouvait y trouver réellement. Comme le film expose les lieux et les gens qui investissent ces lieux, donc le fameux territoire géographique, mais il n'y a pas de, il laisse libre, il n'y a pas de commentaire, jamais. Il n'y a pas de point de vue. Alors bien sûr, il y a un montage, donc voilà, mais qu'on a essayé de faire le plus neutre possible. Et du coup, ça nourrit, c'est comme si ça nourrissait directement le territoire intime de chaque spectateur, en lui laissant un maximum de liberté. Voilà, totalement subjective, quoi. Et du coup, le spectateur, tout d'un coup, il se transforme presque il perd son rôle de spectateur quasiment, et il devient presque témoin de quelque chose. J'aime beaucoup cette idée de désaxer les points de vue, et surtout de chambouler les rôles que l'on est censé jouer dans les territoires géographiques, et en particulier celui du théâtre ou de la scène. Alors là se pose la question du coup de ce qu'on appelle l'espace public et du spectacle de rue. Parce que là, dans ce cadre-là, le contrat, il est assez ambigu. En même temps qu'on pose, alors comme beaucoup d'artistes des années 60, on propose d'aller directement dans la rue pour faire une proposition artistique, le rôle de chacun des protagonistes est le même que celui du dogme du théâtre. C'est comme si rien n'était vraiment bouleversé. Les acteurs jouent le rôle des acteurs et les spectateurs celui des spectateurs. Sauf qu'ici, le cadre n'est plus l'espace naturel dédié au spectacle dans nos sociétés, qui est le théâtre ou la scène, mais un territoire géographique très ouvert qui est l'espace public. Alors du coup, en se posant ces questions-là, on a commencé à vouloir organiser des caméras cachées dansées pour voir comment un geste insignifiant sur une scène pouvait être extrêmement fort dans un espace public. Une simple chute au ralenti, par exemple, ça met tout le monde mal à l'aise dans la rue.
on se met par terre, on se met pas par terre dans l'espace public. Les seuls à faire ça, ou à jouer ce rôle entre guillemets, hein, c'est les SDF en fait, et avec tout ce que ça amène en signification. Voilà. Et même si la chute est exécutée au ralenti, donc normalement on comprend que tout ça n'est qu'une représentation. Voilà, c'est pas une vraie chute. Bah, le fait de ne pas avoir prévenu et de ne pas être pour les récepteurs de cette chose-là dès le départ dans un rôle de spectateur, ça bouleverse totalement la métaphore théâtrale que l'on trouve normalement dans la rue. L'idée, c'est de voir comment les cartes, qui sont quand même une manière de domestiquer l'espace qui est proche, hein, voir comment elles peuvent, d'une certaine manière, constituer une base pour une action directe. C'est ce qui me préoccupe depuis pas mal de temps. On avait parlé d'intituler cette présentation représentation de l'espace et image du territoire, justement pour parler de ce passage entre un espace qui est autour, hein, et le fait que la reproduction de cet espace n'est pas statique, n'est pas isolée, mais vient d'une volonté de communication, d'affirmation d'un savoir à un endroit et à un moment donné. Finalement, comme ces rencontres art-sciences font bien les choses, Anne m'a suggéré d'utiliser comme entrée le titre que vous voyez affiché ici à l'écran, tout en le mettant à l'interrogation. La cartographie, moyen de concevoir, d'articuler et de structurer le monde. Faire un petit rétrospectif historique, ça nous aide un peu à voir les différentes cartographies. Et ça serait aussi une manière de faire le pont avec d'autres formes d'expression artistique. Après, qu'on a élargi un peu, pour presque essayer de définir ce que c'est ces cartes, on va essayer de voir ce qui reste constant. Et quels sont ces éléments qui les composent et qui sont, à mon avis, autant de pistes à explorer dans une création artistique. Et à la fin, revenir sur la notion, bien évidemment, du pouvoir de ces images qui sont sans cesse dynamiques, aussi en pleine transformation technique, et que je vois comme des possibilités d'ouverture à des nouveaux dialogues sociaux. Si je vous affiche ça, est-ce que quelqu'un sait me dire ce que c'est comme carte? Est-ce que quelqu'un peut dire si c'est une carte ou non? Est-ce que quelqu'un va dire « Ah, ben voilà, j'ai reconnu tout de suite, si je vous mets le reste. » Ah oui, hein? Donc, j'aurais peut-être pu commencer par cette autre image qui est plus proche, et là, tout le monde aurait tilté « Ah oui, ça, c'est une carte de la France. » On le reconnaît comme des cartes que ce qu'on arrive à comprendre, il faut être un peu dans le groupe social qu'il a créé pour qu'après, on arrive à se rendre compte du message qu'il y a derrière. Ici, il y a une carte que j'aime bien montrer. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais elle est assez connue dans le monde des historiens de la cartographie, parce que là, on était dans ce monde tripartite, lecture biblique de la ville, et on a la rupture à partir du moment où on commence de plus en plus à se rendre compte qu'il y a d'autres parties et qu'il y a d'autres morceaux qui pourraient venir compléter le tableau global. Et cette carte-là,
C'est une carte qui a été publiée à Saint-Dié dans les Vosges, hein, raison pour laquelle jusqu'aujourd'hui les géographes ont leur rencontre. Hein, le Festival international de géographie se fait à Saint-Dié. Et c'est la première carte où, au moment où on reprend tous les éléments de Ptolémée, on essaye quand même d'ajouter des informations, hein, quelques éléments nécessaires à la science, à la cosmographie, hein, et qui venaient des voyages d'Americo Vespucci et qui nous disait bien, c'était un des premiers, qui a pris le pari de dire « ce n'est plus ce qu'on connaît, c'est un nouveau monde ». Une des constantes pourrait être cette préoccupation de saisir cette dimension spatiale d'un monde qui est en mouvement, avec une expression iconique et qui nous permet de créer des ponts. Si on a des défis de conquête de mer, on va faire des cartes des mers. Si on a les défis terrestres, on va faire donc ces cartes qui vont essayer de rendre compte des terres. Tout est possible, hein, dans cet univers de représentation. En déconstruisant complètement ce qui est une carte, du coup, ça nous met un peu dans l'embarras de savoir comment proposer quand même quelque chose. On est venu pour discuter et de dire en quoi les cartes peuvent alimenter un autre type de création. Alors, dans ce qui reste constant, on est arrivé à certains éléments. D'abord, l'idée de projeter, hein, un monde tridimensionnel, une expérience, hein, qu'on a, la plupart du temps, sur 2 dimensions, et ceci, bien évidemment, en fonction d'un point de vue qui va nous permettre un horizon de visibilité plus ou moins important. Bon, qu'on donnait à représenter ce qui est proche, on va essayer, vous voyez, de faire ce passage entre l'oblique de tous les jours et parfois une vision verticale, hein, une vision nouvelle d'un nouveau point de vue. Et si on se met le pari de faire ça pour l'ensemble de la planète, qu'on commence quand même à accepter qu'elle serait ronde, là, vous verrez toute une série de créations comme celle-ci. On dit que c'est un map-monde de Léonard de Vinci. On n'y croit pas trop que ce soit lui qui l'ait fait, mais ça pourrait être quelqu'un de son groupe qui s'est carrément dit, bon, on coupe la Terre en 2 et on va essayer de créer donc ces trèfles, hein, pour chaque hémisphère qu'on a réussi à créer. Comme on ne peut pas tout représenter, hein, quand on va le faire, on regarde le monde et on interprète, on choisit des éléments et on le fait apparaître. Ici, bien évidemment, personne n'a vu la limite exacte entre ce qui est noir et ce qui ne serait pas noir. Hein, les routes ne sont pas des traits rouges, mais on a essayé de mettre ça en évidence. Et là encore, hein, toutes ces opérations d'organiser d'une certaine manière ce qu'on va donner, hein, en réception et quelle va être la réponse possible à tout ce qu'on a proposé, est venue aussi avec cette image, hein, de quelqu'un qui a la carte complètement dans sa tête et qu'on a mis comme titre « Le monde dans une tête de fou ». C'est un travail de fou de vouloir essayer de prendre ce pari, de prendre ce risque aussi, de faire ces sélections et on se lance quand même dans une entreprise qui n'est pas évidente. Ce qui est sûr, c'est que quand une meilleure connaissance des espaces devient nécessaire, hein, quand on a besoin de maîtriser les enjeux de ces territoires qu'on va aborder, cette production cartographique, elle, devient de plus en plus significative et les discours sur l'espace vont être accompagnés des discours sur la façon d'appréhender ces espaces et on va créer des structures pour les élaborer. L'image de la fin, c'est celle par laquelle j'avais commencé une fois notre rencontre. Hein. Prenons plutôt ce que Byron Raleigh a dit,
la carte correspond rarement à ce que les cartographes en disent. Donc il vaut mieux que je me taise et que j'essaye de vous dire à la fin, faites-en ce que vous voulez avec toutes ces notions qu'on a vues ensemble et qu'on a pu discuter tout au long de ces quelques rencontres. Et si on voit comment ces artistes sont en train de changer le jeu d'échelle, hein, tout en utilisant les bases cartographiques qui ont déjà été élaborées, et comment ils sont en train de proposer des nouvelles projections, des nouvelles méthodes, des messages alternatifs, là, je crois qu'on est sur la bonne voie de enfin contredire l'affirmation de Raleigh, qui pourtant reste un repère pour moi très important. En tant qu'artiste, je suis absolument, enfin moi ou les autres artistes, je suis absolument convaincue que pour les besoins de notre travail de création, on se retrouve en train de faire des expérimentations qui produisent du savoir et que ce savoir peut être utilisé à l'extérieur du champ artistique, au-delà de la création. Et je pense que cette question-là est une question qui, si on tire le fil, va jusqu'à réfléchir à quelle est la place de l'artiste dans la société. Et j'ai souvent été confrontée à des réactions du type « non, un artiste ne crée pas de savoir, on me l'a dit, non, ça va être les chercheurs ». Enfin, c'était un directeur de laboratoire qui me disait « non, mes chercheurs vont vous apporter le savoir et les artistes vont faire la jolie présentation ». Et je dis « non, non, les artistes vont apporter du savoir ». Et il m'avait répondu « it depends what you mean by knowledge ». C'était un anglophone. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit « non, je suis sur un sujet qui est juste, donc je continue ». Et dans ma propre recherche, parce que j'ai un profil, un parcours un peu atypique, j'ai beaucoup travaillé sur le développement durable. Quand j'ai voulu travailler sur une création de danse et j'avais fait un stage lumière il y a très longtemps, j'avais été vraiment choquée par les 1000 watts et 5 kilos qu'il fallait sur scène et la quantité d'énergie qui était nécessaire pour éclairer un spectacle. Et ça date à peu près il y a 7 ou 8 ans et je discutais avec une amie qui faisait tourner la compagnie Philippe Gentil et qui me disait tiens, un jour on nous a fait la remarque en Afrique du Nord, on nous a dit ce dont on a besoin pour pouvoir faire une représentation de votre compagnie, c'est l'équivalent de la consommation d'énergie d'un village pour un mois. Et donc, sans être particulièrement dans une démarche de vouloir trouver la solution la plus écologique, je me suis dit, mais moi, si déjà dans mon spectacle, je travaille avec des vidéoprojecteurs parce que j'ai besoin de projection d'images, je vais me débrouiller avec ça pour éclairer le spectacle. Et un vidéoprojecteur, ce n'est pas du tout un objet efficace énergétiquement, ça consomme beaucoup d'énergie. Mais si on n'utilise pas 10 projecteurs sur du plateau, on a quand même fait des économies d'énergie. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à réfléchir à comment optimiser l'environnement scénique pour limiter la consommation d'énergie. Par exemple, si on change la couleur du sol, si on change la couleur des murs du plateau. Et à chaque fois, ça permettait effectivement de moins éclairer. Et j'ai embêté pas mal de monde comme ça autour de moi. Et on s'est retrouvés j'ai conduit à peu près 2 ou 3 recherches et une que j'aimerais présenter maintenant. On a travaillé d'abord sur l'utilisation des rayons du soleil pour créer un éclairage artistique. Et donc là, c'est ce qu'on voit, l'image d'un faisceau, mais il y a une vidéo en ligne où on voit qu'on a réussi à créer des faisceaux de couleurs variées en utilisant et des lentilles optiques super sophistiquées et comment on appelle ça là, des espèces de ronds, de plateaux qu'utilisent les pâtissiers dorés comme matériaux réfléchissants. Donc on était en train de mélanger des choses très low-tech et high-tech, comme on dit.
ce qui se fait souvent quand on expérimente et hors des sentiers battus. Et ce qui m'a frappé quand on a fait cette expérience-là, donc on a créé une tente à l'extérieur du lieu où on était en résidence, ce qui m'a frappé, c'est que la qualité de la lumière, enfin, qui m'a frappé, c'est pas ça, ce qui m'a ému, c'est que la qualité de la lumière donc il y avait une danseuse qui bougeait, et puis on essayait de voir comment l'éclairer sans l'aveugler. Et puis il faisait 50 degrés sous la tente, il faut le dire quand même. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'on s'est retrouvé avec un matériau qui n'existait pas. Voilà. La danseuse, elle avait une tête, il émanait quelque chose auquel on n'était pas habitué. Et ça m'a aussi inspiré pour la suite, c'est qu'avec ce genre d'expérience, on se retrouve avec des matériaux auxquels on ne pensait pas obligatoirement au début. On a aussi travaillé avec l'histoire des 5 watts. Donc ça, c'est un danseur qui est éclairé avec 5 lampes de 1 watt. Et avec un dispositif aussi qui mélange du low-tech et du high-tech. Et j'ai travaillé sur ces 2 projets avec un think tank de conception lumière qui a été créé par Nathalie Roseau, qui est une conceptrice lumière qui est française mais basée à New York. Et on s'est retrouvés avec des discussions passionnante, 6 concepteurs lumière en studio à dire ah ben non, on peut pas faire ça, mais si, on va quand même le faire. Et je pense que le fait que je connais rien à la lumière, ça a permis de pousser l'expérience dans des domaines auxquels on ne serait pas allé. On s'est retrouvés, après tous ces tests, etc., à éclairer, à se rendre compte que nos toutes petites lampes nous permettaient d'éclairer l'espace corporel. Et que la lumière qui existait, et qui était visible, et là je ne parle pas comme une scientifique, je parle d'un point de vue de mon regard totalement subjectif, pouvait exister que par la combinaison du mouvement et de la lumière. C'est-à-dire que sans la danse, sans le travail d'un danseur qui a une conscience de son espace corporel, on ne pouvait pas arriver à obtenir les résultats qu'on avait visuellement. Ce qui me semble important, c'est des choses qu'il a tout de suite mis en place. C'est comment ce que lui-même a appelé, avec un petit peu de difficulté, la révolution copernicienne, parce qu'on peut effectivement se demander est-ce que c'est le bon terme, mais comment il y a eu à ce moment-là un changement dans la conception du monde, de ce monde clos à cet univers infini, mais dans le domaine qui est le mien, donc de l'astronautique. C'est un changement essentiel de conception. On peut dire que ce qu'on appelle aujourd'hui la conquête spatiale en termes de réalisation, c'est-à-dire de lancer des engins qui peuvent quitter la surface de la Terre, traverser l'atmosphère et aller plus loin qu'une centaine de kilomètres, qui est la frontière officielle de l'espace. L'espace, c'est tout ce qui est au-dessus de 100 kilomètres au-dessus de nos têtes. Ne me demandez pas où ça se termine. Demandez ça à un astrophysicien et chaque astrophysicien vous donnera sa réponse. Mais cette astronautique, son acte de conception, on pourrait dire, avant même son acte de naissance, c'est précisément le moment que nous a décrit Jérémy ce matin. Pourquoi ? Parce qu'auparavant, la conception du monde qui nous a été résumée, c'était effectivement une conception dualiste, sublunaire, supralunaire, avec les descriptions qui nous ont été données. Mais ce qu'il faut rajouter à cela, c'est que dans la mentalité de ceux qui partageaient cette conception, donc on est en Occident, on est d'accord, eh bien, pour les Occidentaux, se rendre dans l'espace, se rendre dans ce qu'ils appellent le cosmos, vous en avez aussi parlé déjà hier et donc encore aujourd'hui, était conceptuellement impossible. Parce que moi, j'appartiens au monde sublunaire, je suis imparfait, je suis touché par ces phénomènes biologiques qu'est à la fois la naissance mais aussi la mort, je suis altérable, je ne peux pas, dans ce que je suis, corps et âme, ce qui est déjà du dualisme, eh bien, entrer dans ce monde parfait supralunaire. C'est conceptuellement impossible. Ou alors il faut que j'attende ma mort, éventuellement peut-être rejoindre le domaine des dieux, ou alors, si je suis quelqu'un vraiment de très spirituel, de très mystique, j'aurai peut-être la chance par moment d'extase. Voilà dans quoi nos ancêtres, jusqu'aux premières années du XVIIe siècle, vivaient. C'est caricatural, mais ça marche quand même assez bien. Et donc arrive Galilée. Et Jérémy nous l'a bien expliqué, il prend une lunette qu'il perfectionne et il la rend astronomique. Hop, il la lève vers les astres. Et il découvre un monde
finalement pas si différent d'une autre, en tout cas qui lui aussi a ses imperfections. Et la conséquence, ce n'est pas nécessairement Galilée qui va la déclarer, mais un de ses confrères, Kepler. Alors Kepler, dans sa réponse au messager céleste que vous citiez ce matin, dans sa conversation avec le messager céleste, a une page absolument admirable. Parce qu'il dit, mais Galilée, si vous avez raison, et Kepler est persuadé que Galilée a raison, si effectivement, je paraphrase, si effectivement le monde supralunaire et sublunaire, c'est en fait le même monde, ça veut dire qu'on peut demain aller dans ce qui était auparavant le cosmos et qui est de moins en moins cosmique. On peut, demain, dit-il, aller naviguer dans l'éther, comme aujourd'hui on navigue dans les mers. On est au début du XVIIe, donc on est en train de prendre la mesure des espaces maritimes. Et dit d'ailleurs, dans notre conquête de la navigation maritime, on s'est rendu compte que parfois les mers les plus proches étaient plus difficiles à naviguer que les mers les plus lointaines. Pour lui, ça y est, c'est conceptuellement possible. Alors il est quand même suffisamment intelligent pour comprendre que c'est peut-être pas demain. Nous sommes en 1610. Le demain va être 3 siècles et demi plus tard. Mais c'est quand même une révolution importante. Si la conception du monde m'empêche de conquérir d'autres terres, je n'irai jamais les conquérir. Il a fallu d'abord que Galilée passe par là, que Kepler passe par là, pour qu'on puisse aujourd'hui non seulement parler, mais réaliser une forme de conquête spatiale. Ça, c'est le premier terme, c'est cette révolution dans la conception. Et là, alors, on n'est pas encore dans la réalisation. Avant, il faut passer par autre chose, et là, ça rejoint sans doute les conquêtes croisées, c'est la conquête imaginaire de l'espace. Je voudrais simplement conclure en vous proposant une petite lecture de ce que nous avons partagé ensemble dans ces 2 journées. Un mot à vous, Michel Allais. Je me suis bien rendu compte au cours de ces 2 journées que vous êtes un magicien, que vous m'avez étonné et que vous m'avez fait grandir. Et je crois que ce mois peut s'élargir à nous tous. Je dois aussi faire une confession en écho aux aveux de Saint-Augustin dans la traduction de Frédéric Boyer. Aveu. Ce colloque m'a fait très peur. Et je dois dire que quand j'en ai entendu parler, quand j'en ai eu vent, j'ai mesuré le grand danger, la grande prise de risque de proposer une thématique aussi vaste, des intervenants d'horizons aussi différents. Et je crois vraiment que pendant un long moment de solitude, je me suis dit, oula, mais où allons-nous? Dans votre communication d'hier, je vous ai entendu dire ceci. Je me permets de vous proposer de nouveaux jeux, de nouvelles danses, qui gardent profondément l'affection et l'émotion des danses d'hier, mais qui, de plus, tentent de donner toute sa place aux danseurs dans des créations qui parlent plus pleinement de nous aujourd'hui. En vous écoutant aujourd'hui, en relisant les textes des communications d'hier, j'ai compris que l'artiste en vous a gagné un vrai pari, celui d'appliquer aux colloques, aux événements scientifiques, ce que vous appliquez à la danse. Et on pourrait reformuler ce que vous avez dit de la manière suivante. Je me permets de vous proposer de nouveaux jeux, de nouvelles rencontres scientifiques qui gardent profondément l'affection et l'émotion des colloques d'hier, mais qui de plus tentent de donner toute sa place aux personnes dans des créations qui parlent plus pleinement de nous aujourd'hui. Il m'est apparu en constatant la disparité et la variété dans le titre des communications, qu'un mélange inédit prenait forme ici. J'en évoque quelques-uns. La composition vivante, autre titre de communication. Peut-on penser les risques sans catastrophe? Le risque de la danse, le risque de prendre la parole, le risque de voir la Terre s'écrouler. Ici, j'ai bien mesuré que cette prise de risque avait plusieurs dimensions. Autre sujet, la cartographie, moyen de concevoir, de structurer le monde, ou l'ordre mathématique dans la création des œuvres. Vous avez mélangé pour nous, danseurs, étudiants, chercheurs, metteurs en scène, artistes, philosophes, un historien des sciences au sein de l'agence spatiale, et vous avez réussi un colloque d'intervenants venant d'univers différents. Vous avez au fond relevé le défi de Babel,
qui était un défi très lourd. Et vous n'avez pas échoué, puisque nous avons croisé ici 5 regards. Regard de Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, de l'Université catholique, regard de danseurs d'une compagnie de ballet. Nous avons croisé les thèmes également. Et ce faisant, vous avez fait voler en éclats nos usages. Vous avez déplacé, pour nous académiques, pour nous universitaires, déplacé nos pantoufles. Et je me suis émerveillée de voir qu'elles n'étaient plus au coin du feu ronronnant. Vous nous avez permis d'évoquer ensemble Balanchine, Rosetta, le Spoutnik, Elias Posanski qui n'a jamais existé, Galilée qui a bien existé, l'accélérateur de particules du CERN, Ségalène. Vous nous avez fait vivre de belles expériences poétiques. Vous nous avez permis de regarder la lumière comme une ressource rare. Vous nous avez permis de scruter la géographie intime du corps de danseur révélée par l'éclairage de 5 LED. Et grand moment d'émotion aussi, tout à l'heure, nous sommes passés du je au nous. Merci, monsieur Arnoux. Merci à vous de nous avoir lancés sur le champ des vérités batailleuses. Et pourtant, malgré cette grande diversité, je salue bien en vous ce sentiment, cette intuition très profonde que dans la vie, les correspondances sont bien réelles. Et quand nous pensons parfois rapprocher des univers étrangers, en fait, une symphonie de correspondances les unit parfois là où nous ne le pensions pas. Je voudrais simplement, pour que nous nous séparions, peut-être vous proposer un texte que les étudiants de l'Université catholique ont proposé à la lecture dans un travail commun. Un texte qui célèbre la rencontre du savoir, de la nature, la rencontre de la sensibilité et de l'émotion, du fini et de l'infini. Il y est question du voile de nos projections intérieures et nos idées préconçues. Il y est question du visible et de l'invisible. Ce texte, qui est un extrait de Siddhartha de Hermann Hesse, qui a une belle postérité dans le monde de la danse, est pour moi un grand texte sur l'émerveillement qui précède et sous-tend toujours le désir de conquête. Je vous en lis un extrait. À chaque pas qu'il faisait sur la route, Siddhartha apprenait quelque chose de nouveau, car le monde, pour lui, était transformé et son cœur transporté d'enchantement. Il vit le soleil se lever au-dessus des montagnes boisées et se coucher derrière les lointains palmiers de la rive. Il vit la nuit les étoiles, leur belle ordonnance dans le ciel, et le croissant de la lune, tel un bateau flottant dans l'azur. Il vit des arbres, des astres, des animaux, des nuages, des arcs-en-ciel, des rochers, des plantes, des fleurs, des ruisseaux et des rivières, les scintillements de la rosée le matin sur les buissons, de hautes montagnes d'un bleu pâle au fond de l'horizon, des oiseaux qui chantaient, des abeilles, des rizières argentées qui ondulaient sous le souffle du vent. Siddhartha vit passer une troupe de singes dans la voûte verte de la forêt, sur les plus hautes branches, et il prêta l'oreille à leurs cris sauvages. Il vit un bouc poursuivre une brebis et la couvrir. Il vit, dans les joncs d'un étang, le brochet affamé se livrer à sa chasse du soir, et devant lui, une multitude de petits poissons fuir sur l'eau, brillants et scintillants. Les rapides tourbillons que la bête de proie traçait dans l'eau donnaient une impression de force et de fureur irrésistible. Rien de tout cela n'était nouveau. Mais il ne l'avait jamais vu. Sa pensée l'en avait toujours tenu éloigné. Maintenant, il était auprès de ces choses, il en faisait partie. La lumière et les ombres avaient trouvé le chemin de ses yeux, la lune et les étoiles, celui de son âme. Hermann Hesse.